Nous vous disons sincèrement merci, mesdames et messieurs, vous qui nous aimez, qui aimez bien cette émission, ce magazine Femmes pour 2023. Nous vous disons merci. Nous sommes déjà là pour un autre numéro de notre émission. Nous nous posons la question, jour J-29, déjà la publication des noms des candidatures recevables et irrecevables, déjà faite, et les noms connus, et même les calendriers réaménagés. Nous nous tendons petit à petit vers l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs. La question que nous nous posons est de savoir pourquoi encore peu de femmes comme candidates à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Et là, nous allons en parler, n'est-ce pas, dans cette émission, dans ce page magazine, avec notre invité qui s'appelle bien Chantal Faïda Moulenga Biuma. Mais bien avant, nous allons d'abord vous inviter à suivre notre écho de la CENI. Donc, depuis le 21 mars, la CENI a essayé de se lancer dans la problématique des genres. C'est comme ça que les travaux de concertation des cadres de la CENI, diversité genre, a été lancé. C'était au siège. Je vous invite à suivre cet élément. La plénière de la Commission électorale nationale indépendante a rendu public ce samedi dans la soirée le calendrier complet des activités relatives aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Ce scrutin aura lieu le 6 mai prochain dans les 14 provinces à problème. L'activité à venir se présente comme suite. Du 4 au 5 avril 2022, dépôt de recours en contestation des listes provisoires des candidatures devant les cours administratives d'appel. Du 2 au 12 avril 2022, traitement des contentieux des candidatures. Du 3 au 17 avril 2022, notification des arrêts des cours administratifs d'appel à la CENI. Le 21 avril 2022, publication de la liste définitive des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs par province. Du 2 au 4 mai 2022, campagne électorale. Le 6 mai 2022, vote des gouverneurs et vice-gouverneurs de province par les députés provinciaux et annonce des résultats provisoires par la CENI. La Commission électorale nationale indépendante a fixé l'opinion sur la liste de candidats déclarés recevables pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Province Chopo. Nombre de candidatures 12. Province du Sankourou. Nombre de candidatures 13. 1. Indépendant. Lodi Emongo Jules. Candidat gouverneur. Signalons que ces listes provisoires publiées sont affichées au secrétariat exécutif provincial de la CENI du ressort de chaque circonscription. La CENI invite par ailleurs les différentes parties prenantes à jouer pleinement leur rôle pour la tenue de scrutins crédibles et apaisés. Comme je le disais dans cette émission, nous allons parler de cette élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Pourquoi encore peu de femmes cette fois-ci? Comme je l'ai dit, nous allons recevoir sur ce plateau Madame Chantal Faïda Moulenga. Elle est activiste des droits de l'homme. Elle a beaucoup de choses à la fois. Donc, coach en leadership féminin. Elle est coordinatrice de Asbel Ouema, qui est basée à Goma. Madame Chantal, bienvenue dans cette émission. Merci Femmes beaucoup, pour 2023. Merci beaucoup. La première question, quelle est votre réaction après la publication? C'était le samedi 2 avril par la CENI de la liste des candidatures recevables et irrecevables. Donc au total, plus ou moins 106. Mais sur les 106, on retrouve 15 femmes seulement qui postulent au poste, n'est-ce pas, de gouverneur et le reste au poste de vice-gouverneur. La première réaction en tant que femme, activiste et militante des droits des femmes. C'est un sentiment mitigé, c'est-à-dire que je suis partagée entre la peine et la joie par rapport à cette publication, parce qu'on attendait au moins
70% des candidatures pour que nous puissions avoir au moins 50% des femmes gouverneurs. Mais à partir du moment où on a près de 14% de femmes candidates, on ne va pas s'attendre à 3 ou 5% des femmes gouverneurs. Parce que les cycles passés, nous étions à 3% des femmes gouverneurs, donc avant qu'il y ait organisation de vote de gouverneurs dans près de 14 provinces en RDC. Et nous avions environ 9% des femmes députées provinciales. Donc sur l'ensemble de 700 députés provinciaux en RDC, nous avons près de 9% de femmes. Ce qui est très faible en termes de représentation des femmes au niveau des instances politiques clés telles que les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales. C'est là, l'administration provinciale, c'est là où on touche véritablement les changements. Si au niveau des assemblées provinciales, il n'y a pas un nombre représentatif élevé de femmes, on n'aura pas de femmes ministres provinciales, beaucoup de femmes ministres provinciales, et on n'aura pas de femmes dans les administrations publiques, les administrations, les entreprises publiques au niveau de la province. Alors qu'on sait bien que la province, c'est l'administration la plus rapprochée de la population. Si déjà à ce niveau, il y a une discrimination, au niveau élevé, au niveau national, la discrimination sera considérable. Et ce qui est très inquiétant. Madame, pour vous, vous situez, n'est-ce pas, la cause à quel niveau? Pourquoi ces faibles pourcentages? Vous parlez de 9%. Pourquoi ces faibles pourcentages? Avec tout ce qu'il y a eu comme plaidoyer, la sensibilisation, il y a eu des forums organisés. Oui. On s'attendait, n'est-ce pas, à un grand nombre de femmes, cette fois-ci, rien que pour, on dirait, la première étape pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Et pourquoi les femmes n'ont pas répondu? Ou bien les problèmes, ce sont les femmes elles-mêmes? Bon, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Il y a plusieurs défis qui expliquent la faible représentativité des femmes au niveau politique. Et quand il s'agit de parler des élections, on essaie de répartir en 2018. Il y avait moins de 30% des femmes qui étaient alignées sur l'ensemble du processus. Donc à partir du niveau présidentiel, déjà on avait peu de femmes. Au niveau législatif également et même au niveau provincial. Donc à partir de ces moments-là, on a eu moins de 15% des femmes à l'Assemblée nationale, près de 20% des femmes au Sénat, et aujourd'hui au gouvernement, on a près de 27%, ce qui est en violation des textes, parce que les textes légaux, et précisément l'article 14 de notre Constitution, stipule que la parité homme-femme est établie et respectée dans toutes les instances politiques, sociales, culturelles et économiques. Mais déjà au niveau gouvernemental, on a 27%, ce qui est une violation. Si déjà les décideurs politiques clés violent nos textes, comprenez qu'au niveau provincial et même au niveau des communes, au niveau des quartiers, au niveau de l'administration territoriale, on n'aura pas le respect des textes parce que c'est le niveau national qui devrait montrer l'exemple, mais ce n'est pas le cas. Mais si les textes ne sont pas contraignants, qu'est-ce que les femmes ont fait ou peuvent faire, n'est-ce pas, pour amener les décideurs à respecter cette parité qui est consacrée à l'article 14 de la Constitution? Oui, c'est la raison pour laquelle nous menons des lobbying et plaidoyers pour que la loi électorale du processus de 2023 soit révisée et qu'à l'article 13, qu'il y ait une contrainte. C'est-à-dire que si on n'aligne pas la femme et les personnes vulnérables vivant avec handicap sur une liste, que cette liste ne soit pas jugée recevable parce qu'elle n'est pas conforme aux textes légaux qui nous régissent en tant que pays en matière électorale. Et je vais citer l'article 14 de la Constitution et également la loi sur la parité de 2015. Mais en attendant que la loi soit révisée pour les élections de 2023, que nous attendons tous, maintenant, pour l'élection des gouverneurs, pour vous, qu'est-ce qui peut être la cause? Ça signifie qu'au niveau des partis politiques, les responsables des partis politiques n'ont pas aligné des candidatures féminines? Ou bien, qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a pas eu les soutiens aux candidatures féminines? Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous avez fait le diagnostic de cet élément? Oui, donc les élections actuelles des gouverneurs de province se déroulent en suivant la loi électorale en cours. Donc, il n'y a pas encore eu de révision de loi. C'est ainsi que j'ai cité l'article 13 de la loi électorale. Donc, comme on n'a pas encore révisé la loi, il est très difficile pour nous d'avoir gain de cause par rapport à nos plaidoyers. Et nous attendons le processus de 2023 pour avoir des changements. Parce que la loi actuelle, à l'article 13, on demande à tous les partis et regroupements de pouvoir aligner des femmes et des personnes vulnérables sur leur liste. C'est-à-dire que si la liste n'a pas de femmes et des personnes vivant avec handicap, la liste est recevable.
Donc, il n'y a pas cette contrainte, il n'y a pas cette exigence pour les partis d'aligner au moins 50% de femmes et des personnes vulnérables vivant avec handicap. Ça, c'est la loi actuelle. Et donc, la CENI est partie sur base de la loi en cours pour organiser les élections en province. Donc, il n'y avait pas moyen d'avoir un autre cadre légal différent de celui qui est en cours parce que la CENI ne légifère pas. C'est l'Assemblée nationale, c'est les parlements qui légifèrent. Et donc, nous, en tant qu'association de la société civile, nous sommes en train de mener des lobbying et plaidoyers pour que la disposition de l'article 13 puisse être modifiée et qu'on puisse contraindre les partis politiques d'aligner des femmes à hauteur de 50%, ainsi que les personnes vulnérables vivant avec handicap. Ça, c'est notre plaidoyer. L'autre plaidoyer, c'est au niveau du quota. Donc, le quota temporaire pour permettre aux partis et même aux femmes de pouvoir être visibles au niveau des élections. Parce que le fait d'être candidat, c'est une chose, et le fait d'être élu, c'est une autre chose. D'où la possibilité de nous donner un 30% de quota dans la loi prochaine, c'est ça notre plaidoyer, pour que déjà, au niveau du Parlement, nous sachions que nous aurons 30% des femmes. Et les 70% restants, que nous puissions maintenant compétir hommes et femmes. Comme ça, on peut arriver à 40 ou même à 50% des représentations hommes-femmes. Et là, vous ne risquez pas d'avoir la part des lions si déjà, dorénavant, on vous accorde 30%. Et les 70% qui restent, vous devez vous partager. Ça signifie que les femmes doivent compétir 35-35. Est-ce que vous ne risquez pas d'être majoritaire? Vous voyez qu'actuellement, nous avons près de 11% de femmes à l'Assemblée nationale. Ce qui fait que si on garde la même disposition, on aura encore près de 12%. Et donc, si on nous donne 30%, on sera à 42%. Ce n'est même pas encore 50%. Et donc, le quota que nous revendiquons, c'est une mesure temporaire pour combler les déséquilibres historiques des représentations hommes-femmes au niveau des instances politiques. Et nous, notre pays, la RDC, est signataire de plusieurs conventions internationales, de plusieurs instruments juridiques internationaux. Je vais citer la déclaration de Beijing, où on demande au gouvernement d'adopter des mesures de discrimination positives. On demande aux partis politiques de soutenir financièrement et techniquement les femmes, c'est-à-dire qu'il faut les former et qu'il faut les appuyer avec les finances. Et on demande à la communauté, à la société civile, de croire aux compétences des femmes. Donc, à partir du moment où nous avons signé et ratifié ces instruments, nous sommes redevables, nous sommes presque obligés à suivre ce que nous avons signé. Et quand on parle de mesures de discrimination positive, déjà au niveau d'un instrument de Beijing, c'est depuis 1995. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore ces mesures positives. Et c'est temporaire, donc on n'a pas à avoir peur, c'est-à-dire que les femmes seront privilégiées. Non, c'est une mesure positive, temporaire, pour combler un déséquilibre. Et quand on va atteindre l'équilibre, on pourra lever la mesure et revenir à la compétition normale. Madame Chantal, prenons par exemple le cas de la circonscription électorale de Kinshasa, donc la ville-province de Kinshasa. Oui. Donc, où il y aura élection d'un fils que des vice-gouverneurs, puisque le gouverneur est là en place. Mais comment vous avez ressenti que sur la liste des vice-gouverneurs présentés, donc les 4, aucune femme, pendant qu'on vous a vu au four et au moulin en train de sensibiliser, de faire le lobbying pour que même sur une liste, on retrouve le nom d'une femme. Prenons, nous partons à Kinshasa. Oui. 0 femme Femme sur les 4 candidatures présentées et déclarées recevables. Il n'y a pas qu'à Kinshasa, il y a beaucoup de provinces où on n'a pas eu de candidature féminine. C'est très dommage parce que les partis politiques devraient montrer l'exemple. Les partis politiques, c'est la représentation de la population en miniature. C'est-à-dire que si vous alignez que des hommes, vous nous dites que dans votre circonscription ou dans votre base, dans votre fief, il n'y a que des hommes. Alors que dans notre société, nous savons qu'il y a 2 types de populations, il y a les femmes et les hommes. Et donc la liste doit refléter la communauté, la société. Et pour trouver les candidates femmes, ce n'est pas compliqué. Et donc nos partis politiques ne devraient pas aimer la facilité. Ils devraient aller vers les femmes, aller vers les structures des femmes pour réintéresser les femmes à la politique. Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a une faible adhésion des femmes dans les formations politiques. Ça, c'est une faiblesse. Mais les partis politiques peuvent changer cela, c'est-à-dire recruter les femmes. Beaucoup de partis le font. Lors des élections, ils vont vers les ambitieux, ils vont vers les personnes qu'ils estiment être capables de porter haut leur idéologie, les intéresser et les aligner sur les listes.
Mais quand il s'agit des femmes, on attend que ce soit les femmes qui viennent vers les partis politiques. Donc on peut faire l'inverse pour combler ces déséquilibres parce qu'à partir du moment où il y a les poids des traditions, où la femme n'a pas cette vocation naturelle, elle se sent limitée à prendre parole en public, c'est à nous d'aller vers elle, de la mettre en confiance, de la doter de formations, de capacitations pour qu'elle soit également consciente qu'elle est citoyenne à part entière de la nation et qu'elle a des obligations envers sa communauté. C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre la transformation de la société seulement par l'apport des hommes. Sinon, nous, les femmes, on est en train d'attendre tous les jours, on est dans l'attentisme. À quel moment nous aussi on va apporter notre contribution. Et l'élection, c'est un moment capital où la société montre ses problèmes et les candidats viennent avec des solutions à ces problèmes. Et pourquoi seulement les hommes ont des solutions? Les femmes également devaient venir avec leurs solutions pour les problèmes que nous avons dans notre communauté. Et donc, je déplore les provinces alignées des femmes, donc les partis politiques. Et là, je vais citer l'Union sacrée. Parce que c'est l'Union sacrée qui a eu le plus de candidats. Dans toutes les provinces, l'Union sacrée a allié des candidats. Et on est désolé de constater que dans certaines provinces, près de 40% des provinces, il n'y a pas de femmes candidates. Est-ce dire que dans ces provinces, il n'y a pas de femmes dans la communauté, dans la société, dans les mondes universitaires, dans les mondes associatifs? Les femmes existent, mais on ne les a pas intéressées. L'autre barrière est financière. On sait très bien que quand on est candidat, il faut déposer une caution. Alors que nous savons que les femmes n'ont pas de postes clés, n'ont pas de postes rémunérateurs. C'est-à-dire que pour avoir l'argent, pour déposer à la caution, il faut avoir un travail qui rémunère considérablement. Un travail qui vous permet d'avoir des ambitions pour vous-même. Mais les femmes aujourd'hui, nous sommes plus dans le secteur informel. Près de 70% de pauvres dans le monde sont des femmes. Et à quel moment, s'il n'y a pas une mesure de discrimination positive, on va attendre qu'il y ait des candidatures féminines? Parce qu'à partir du moment où il y a la caution, elle peut avoir l'ambition, mais n'a pas la caution. Mais si au niveau de la CENI, on instaure des dispositions qui favorisent les femmes à ne pas payer la totalité de la caution, soit 50%, à ce moment, on aura plusieurs candidatures. Ou même à lever la barrière, parce que déjà, il y a cette barrière de présenter les noms. Et là, ça sera un favoritisme en faveur de la femme. C'est une discrimination positive qui est temporaire. Parce que je l'ai expliqué, aujourd'hui le secteur informel est tenu par les femmes. Or, le secteur informel, c'est la précarité. Il n'y a pas vraiment de ressources. C'est les survies, c'est nouer les deux bouts du monde. Donc, à partir du moment où vous avez d'abord des besoins primaires qui ne sont pas comblés, il est très difficile d'avoir des ambitions qui vont au-delà des besoins primaires. Donc, pour les femmes, entre poser sa candidature et nourrir ses enfants, les choix est clair. Elle va privilégier nourrir ses enfants. Tandis que pour l'homme, il a beaucoup de sources de revenus. Il n'y a pas qu'un emploi formel, il y a d'autres consultances ou d'autres activités qui lui permettent de se porter candidat. Et pour battre campagne, il n'y a pas que la caution, il y a aussi la campagne électorale. En RDC, nous avons cette faiblesse de penser qu'un acteur politique doit venir répondre à tous les besoins de la communauté. Ce qui fait que les acteurs politiques donnent des cadeaux aux électeurs pour passer. Alors, ça, c'est aussi une autre barrière, un autre frein pour les femmes, parce qu'avoir l'argent pour donner candidat ou avoir l'argent pour organiser des caravanes motorisées, avoir des képis, avoir des t-shirts, c'est des ressources considérables. C'est des sommes extraordinaires. Et si la femme n'a pas un appui de son parti politique, ou même de ses proches, parce qu'il n'y a pas que les partis politiques qui appuient les candidats, il y a également les familles, il y a les amis. Mais pour la femme, peu de gens la font confiance pour lui donner ces ressources-là. Ce qui constitue des freins. Et donc, au niveau des élections prochaines, parce que les élections des gouverneurs, c'est déjà parti. Oui, oui. C'est parti sur base Déjà de la loi engagé. passée. Oui. Donc, comme il n'y a pas eu des innovations dans cette loi avant les élections des gouverneurs, on espère que tout notre plaidoyer par rapport à la réforme de l'article 13 de la loi électorale et également au système de quotas. C'est la raison pour laquelle si on réserve 30% aux femmes, avec ou sans campagne, avec ou sans cadeau aux électeurs, on aura 30% des femmes. Et là, vous allez constater que les déséquilibres sera comblé et on aura une représentation équitable parce que la société est constituée de deux couches de la population, les hommes et les femmes. Quand on n'a pas de femmes, c'est-à-dire qu'il y a une forte discrimination, il y a une injustice qu'il faut corriger. Est-ce qu'il n'y a pas on ne peut pas relever le fait que les femmes elles-mêmes peuvent être elles-mêmes leurs freins et ne se mettent pas en confiance et ne considèrent pas
leur capacité intellectuelle et managériale. Peut-être c'est cela qui peut impacter ou qui peut pousser les responsables des partis politiques à ne pas vous aligner. Non, je pense que s'il n'y a pas lieu de penser cela, parce que déjà au niveau des élections de gouverneurs, on a près de 14% des femmes. Donc ces femmes, elles se sont portées candidates et moi je les encourage, je demande à toute la communauté congolaise d'appuyer les candidatures féminines parce que nous allons essayer avec les femmes. Si au niveau des provinces, il n'y a pas eu changement, c'est peut-être un problème de gouvernance. Et au niveau de la gouvernance, s'il y a un problème, c'est peut-être question d'hommes et de leadership. Et donc, essayons avec le leadership des femmes, nous verrons les changements, nous verrons les résultats et nous serons fiers de l'apport de femmes. Donc, aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des femmes qui ont tenté et on les félicite, on les encourage, on les soutient. Mais pour les prochaines échéances, on doit déjà baliser les terrains pour permettre à ce qu'il y ait près de 70% des candidatures. Parce qu'une chose est d'avoir des femmes candidates et une autre est d'avoir des femmes élues. Donc, au niveau des candidatures, on doit faire le maximum pour avoir 70% et espérer avoir 30% des femmes élues. C'est ça, en fait, la sélection naturelle, si je peux le dire ainsi, en termes d'élection. Si je comprends, c'est que pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, donc vous êtes déjà battu dès l'avance et vous n'avez rien à faire. Il faut maintenant préparer, n'est-ce pas, les élections les élections prochaines, madame. Les mandats, les gouverneurs qui ont été élus en 2019, je ne me trompe pas de date, il y avait près de 33% des femmes au niveau des postes de gouverneurs et vice-gouverneurs. Et pour ces cas où nous avons 14% des candidates, on peut espérer avoir 4% des femmes élues. Parce que quand on a une candidature, il y a déjà espoir. Mais quand il n'y a pas de candidature, là, on peut désespérer. Parce qu'il n'y a pas de candidature, on ne va pas inventer la candidature. Et les électeurs, ce sont les députés provinciaux, nous les invitons à faire confiance aux candidatures féminines et à donner la chance aux femmes. Parce que là, il s'agit de la province qui a longtemps souffert par manque de leadership fort, de leadership charismatique pour conduire la destinée de plusieurs provinces de la RDC. Si vous essayez avec la femme, vous ne serez pas déçus. Parce que la femme, c'est un être qui est très engagé pour les questions sociales. Or, dans la plupart de nos provinces, nous avons des problématiques sociales en termes de pauvreté, d'éducation, de santé, d'infrastructures, et même d'autres problématiques d'emploi des jeunes. Et les femmes sont très mobilisées par rapport à ces questions sociales. C'est l'occasion, c'est l'opportunité d'essayer avec ces candidatures et vous ne serez pas déçus. Un leadership féminin, c'est cela, un leadership responsable. Donc vous invitez les députés provinciaux qui seront devant leur conscience les 6 mai. Donc oui. Pratiquement dans 29 jours, oui. C'est déjà le compte à rebours qui a déjà commencé. Oui. Donc Madame Chantal, parlons de ce cas de cette femme qui a été débarquée. Pour des raisons non encore élucidées, où chacun essaie, n'est-ce pas, de commenter dans son sens la femme de la province du Kasaï central. Une candidature oui. Qui a été présentée, mais débarquée, et les femmes n'ont pas baissé les bras. Les femmes continuent à se battre pour que la CENI puisse corriger ce qu'elle appelle l'erreur matérielle. Vous avez un mot placé. Oui, c'est une désolation de voir que la candidature des femmes, elle devait être privilégiée. Vous verrez que même dans les organisations internationales ou les ONG, lors du recrutement, au bas de l'affiche, on encourage les candidatures féminines. Et donc pour la CENI, il y a eu cette candidature féminine qui est arrivée, mais on la débarque. On aurait souhaité que ce soit les députés provinciaux qui se prononcent et pas la CENI ou les partis politiques qui alignaient la candidate. Donc quelque part, c'est vraiment une désolation et on espère que les traitements des recours pourra nous donner encore la chance d'avoir... Et vous avez eu l'occasion de faire le plaidoyer pour ce cas? Oui, nous avons appuyé les collectifs de femmes qui a fait la déclaration de condamnation, de retrait de la candidature de l'unique femme au Kasaï central au poste de gouverneur. Et nous pensons que la CENI pourra traiter en faveur de la candidature de la femme. Parce que ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est la faible représentativité des femmes au niveau des candidatures. Et la candidature qui arrive, on la débarque, on la lève, c'est encore
un désespoir. C'est vraiment nous mettre dans le désespoir parce que la lutte, c'était d'avoir d'abord des femmes candidates. La province, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est l'administration la plus rapprochée de la population. Et si on a une femme à la tête, je suis sûre qu'il y aura un changement au niveau de nos provinces, au niveau de toute l'administration provinciale dans notre pays. Parce que pendant près de 2 ans, il y a beaucoup de provinces qui n'ont pas encore décollé par manque de leadership au niveau de la province. Et c'est l'occasion d'essayer avec une nouvelle stratégie de mettre les femmes au niveau de postes de gouverneur ou de vice-gouverneur. Oui, madame, la RDC, avec l'actuel président, déclaré champion de la masculinité positive. Donc voilà, nous tendons vers l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, 106. Donc il n'y a eu que 15 candidatures de femmes. Maintenant, pour arriver à corriger, donc est-ce qu'il y a, les femmes se soutiennent? Les femmes d'abord vont soutenir les candidatures qui sont déclarées recevables. Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour corriger, pour qu'à la prochaine, que cette représentativité, et la parité dont nous parlons, puisque lors du passage de Madame Oulima Tessar, qui est la directrice régionale de l'ONU Femmes, donc elle nous a parlé de l'expérience du Sénégal et d'autres pays africains qui ont atteint 50-50 dans les postes comme les postes nominatifs comme au gouvernement. 50-50. Est-ce que vous comptez faire quand même mettre en place des stratégies pour que lors des élections prochaines, puisqu'il y en aura, des députés, des élections, n'est-ce pas, municipales, que les femmes arrivent à avoir une représentativité très significative? Oui, nous sommes en train de travailler et on a besoin de l'appui du gouvernement, l'appui de la CENI et l'appui du Parlement pour pouvoir arriver à cette priorité démocratique parce que l'égalité de représentation homme-femme au niveau des instances politiques, c'est une priorité démocratique majeure parce que les femmes représentent près de 51% de la population. Si on résout un problème qui touche 51% de la population, on a déjà fait la grande partie du travail. Donc, on espère que pour 2023, d'abord au niveau du cadre légal, il y aura ces changements. Et puis au niveau des partis politiques, on encourage les chefs des partis, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, de pouvoir aligner des femmes. On encourage aussi les électeurs à faire confiance aux candidatures des femmes, parce que dans notre imaginaire collectif, la femme n'a pas sa place en politique. Et là, c'était dans l'ancien temps. Aujourd'hui, on a des textes qui encouragent les femmes. On a des lois. Et les lois sont au-dessus de coutumes. Donc, c'est l'occasion pour nous de faire appliquer la loi en tant qu'électeurs, en tant que femmes, de s'aligner aussi, d'avoir des ambitions. Et aussi, nous demandons aux femmes qui sont déjà dans la politique d'accepter de coacher, de mentorer, de former celles qui arrivent. Parce que la politique, c'est un secteur où il faut avoir l'expérience. Et on peut recevoir l'expérience venant de toute personne, mais on aimerait plus que les femmes qui ont déjà cette carrière politique puissent former les autres à faire la différence. Parce qu'on ne vient pas en politique juste pour le nombre, mais on vient pour la qualité. On vient en politique pour la qualité. Donc la femme a des capacités, a des talents pour diriger des provinces. Madame Chantal Faïda, donc de toutes les 15 candidatures féminines qui sont jusque-là déclarées recevables, donc vous avez l'espoir que sur les 15, par rapport au leadership féminin, par rapport au lobbying, par rapport à l'expérience, puisque les femmes ont aussi beaucoup d'expérience, vous espérez rafler combien de postes? 4%, comme j'ai dit. J'espère 4% de... Pourquoi vous commencez par un pourcentage faible? Bon, parce qu'on a 15% de candidates. Et donc, on espère qu'avec toute la bataille politique et les peu de temps, parce qu'il y a peu de temps qui a été accordé aux candidats à débattre campagne, d'aller vers les députés provinciaux. C'est-à-dire que si on avait une année, parce que les élections, ça se prépare sur une longue durée. Mais là, le temps est très limité. C'est la raison pour laquelle notre pronostic se chiffre à 4%. Mais ce sera déjà une avancée parce qu'on était à 3% des femmes gouverneurs dans l'ancienne mandature de gouverneur. On espère passer à 4 ou 5%, pourquoi pas, et ainsi de suite évoluer. Parce qu'il n'y a pas eu de quotas, il n'y a pas eu de discrimination positive. Je ne m'attends pas à une magie. Je suis sûre que ça va se passer comme ça s'est passé pour
2019. Donc, très bonne chance à celles qui ont osé et également aux députés provinciaux, les électeurs. Nous les prions, nous les demandons de pouvoir respecter ce que dit la Constitution, de faire confiance aux candidatures des femmes et aux femmes qui sont députées provinciales de soutenir et de voter pour leurs consoeurs, leurs pères femmes pour pouvoir obtenir les sièges de gouverneurs de province. Et pour les prochaines élections, les partis politiques, surtout, d'aligner des femmes. Et à la CENI, d'encadrer les candidatures des femmes. Donc, les formations, comme on a dit, les formations sur le processus électoral. On a besoin de connaître l'enrôlement des électeurs, la formation ou le recrutement des agents électoraux, les processus de vote, les jours de vote, si on va encore recourir à la machine à voter. Toutes ces informations, on a besoin de ça un peu plus tôt pour commencer à nous préparer parce qu'il y a les défis de l'accès à l'éducation pour les femmes. On a besoin d'aller vers les femmes et ne pas croire que les femmes viendront prendre l'information dans nos partis politiques ou dans les bureaux des associations. Non, c'est à nous en tant qu'association d'aller vers ces femmes, mais on a besoin des matières, on a besoin des supports techniques, matériels pour pouvoir aller vers les femmes avec des images, avec des boîtes à images pour expliquer comment le processus va se passer et également dans les équipes électorales, qu'il y ait plus de femmes dans les bureaux et les centres de vote. Et lors des élections, après les élections, il y a une autre étape qui est très capitale, les contentieux électoraux. Et pour ça, on a besoin d'une formation. Parce que pour la plupart des femmes, elles sont votées, mais elles ont peur d'introduire des recours si leur nom ne s'affiche pas ou ne sortent pas dans les listes provisoires déclarées par la CENI. Alors qu'au niveau des contentieux, on peut encore sauver les candidatures des femmes si elles ont l'accompagnement nécessaire, juridique et même technique des partis politiques et de la CENI. Donc 2023, c'est vraiment l'année de tous les enjeux où on aimerait voir 50% de femmes au niveau du Parlement congolais. C'est possible parce que la RDC a des femmes compétentes, capables et même est disponible à passer à l'autre siècle. Nous sommes dans les siècles des femmes, c'est les temps des femmes et on veut voir l'accomplissement du travail des femmes. Donc c'est le siècle des femmes, le temps des femmes. Oui. Vous pensez qu'avec toutes ces stratégies que vous venez d'énumérer en 2023, pour ne pas parler d'élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, qu'on pourra atteindre les 50-50? Oui, on prie la population parce que c'est la population qui vote. C'est elle qui donne le voix aux candidats et aux candidates de faire confiance et d'écouter les discours de la femme. Parce qu'il y a déjà des préjugés et des facteurs qui limitent les femmes politiques, les femmes candidates. Donc, même pour avoir des espaces pour exprimer et présenter leur discours, c'est déjà un problème. Donc, à partir du moment où on va écouter les discours des femmes, je suis sûre que vous serez convaincus par leur discours et vous allez les appuyer parce que c'est une première, il y a quelque chose qui manque, mais je suis sûre que si on a les quotas, on aura vraiment résolu un grand nombre de problèmes. Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, il semble que le nom signifie forgeron. Oui, Donc, qui travaille les fers. Qui travaille les fers, vous êtes militante et vous êtes en train de travailler les fers qui sont des femmes. Pour les amener on travaille au plus les loin. fers, les mentalités qui nous retardent, les mentalités qui ne nous avancent pas. On doit les changer et c'est un processus. On ne va pas y aller par un coup de baguette magique, mais on essaye par les sensibilisations, beaucoup plus des leaders religieux, des leaders d'opinion et des femmes aussi à avoir confiance en elles, que leur place c'est partout, en politique, dans les secteurs économiques, dans les secteurs culturels. Nous avons notre place partout parce que personne n'a choisi de naître femme. On a découvert qu'on est femme, on est homme à la naissance. Merci beaucoup, Femmes pour 2023. La course des gouverneurs. Pourquoi encore peu de femmes? Nous avons eu la chance de recevoir Madame Faïda, Chantal Faïda Moulenga Biuma, qui est activiste des droits de l'homme, en entre-temps coordinatrice Asbel Web. Nous vous disons merci, Madame Chantal. Merci aussi à vous, mesdames et messieurs, vous qui aimez bien cette émission, Femmes pour 2023. Nous vous disons merci. Vous avez été très nombreux et vous avez prêté une oreille attentive. Nous vous retrouverons à la prochaine pour une autre